J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui se retrouve sur le banc des accusés notre coach actuel, Ruben Amorim. À plusieurs reprises, je vous ai fait part du fait que moi, je le backupais à 10 milliards de pourcents. Aujourd'hui, nous allons creuser donc un peu plus. Je vais essayer de vous prouver par A plus B égale X, Y, Z exponentielle de logarithme le pourquoi en réalité il a toujours mon soutien malgré les statistiques. Si vous regardez à ma droite, vous allez vous rendre compte qu'au moment où je vous parle, le pire manager de l'histoire des managers de Manchester United en Première Ligue, c'est malheureusement bel et bien Ruben Amorim. Mais il est important de mentionner que c'est uniquement les statistiques de la Première Ligue. Conclusion, sont exclues les statistiques de la Ligue des Champions, Europa League, Carabao Cup, FA Cup. C'est encore une fois uniquement celle de la Première Ligue. Il est important également de mentionner que la Première Ligue avait été créée en 1993. Ferguson, lui, est arrivé en 1986. Conclusion, sont également exclues les statistiques de Sir Alex Ferguson entre 1986 et 1993. Donc, comme vous pouvez le constater, tout en haut, nous avons Sir Alex Ferguson avec un taux de réussite, un taux de victoire de 65,2%. 810 matchs, 528 victoires, 168 matchs nuls et 114 défaites. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Juste après, nous avons José Mourinho avec 53,8%, 93 matchs, 50 victoires, 26 matchs nuls et 17 défaites. Impressionnant également. Je pense que si on prend les statistiques globales de Mourinho, il devrait normalement se retrouver aux alentours de 57%. Juste après, nous avons Erik ten Hag, 51,8%, 85 matchs, 44 victoires, 14 nuls et 22 défaites. Je crois que Ten Hag, si on prend en compte également la FA Cup, il devrait se retrouver aux alentours de 55%. Juste après, nous avons Ole Gunnar Solskjaer avec un taux de réussite de 51,4%. Derrière, nous avons Louis van Gaal, 51,3%. Ensuite, nous avons Ruud van Nistelrooy, Michael Carrick, Ryan Giggs. Peut-on réellement les prendre en considération parce qu'ils n'ont pas joué plus de 5 matchs. Donc mais ils ont quand même 50% de taux de réussite. Ensuite, nous avons David Moyes. Donc encore une fois, lui également 50%, mais comme je l'ai dit, il a joué nettement plus de matchs que les 3 précédents. Ensuite, à la 10e position, nous avons Ralf Rangnick avec un taux de réussite de 41,7%. Et enfin, tout en bas, malheureusement, Ruben Amorim avec 27,3% uniquement. Il faut savoir que si on prend les statistiques globales de Ruben Amorim, à l'heure actuelle, c'est 38% en termes de victoires. Donc, il a 13 victoires, 38% également de défaites, 13 défaites et donc 8 matchs nuls, donc soit 24% de matchs nuls. Ça, ce sont les statistiques globales de Ruben Amorim. Alors, malgré le fait qu'à l'heure actuelle, il soit classé dernier, pourquoi est-ce que je persiste à vouloir le défendre? Pourquoi est-ce que je continue à croire en lui? Je vais essayer de vous l'expliquer. Déjà, comme je l'ai souligné, Ferguson est arrivé de 1986 à 90. À 2 reprises, il a failli se faire licencier. Donc, il a y échappé. Donc, conclusion, ce n'est pas pris en compte. Donc, je pense que si on prenait les statistiques globales de Sir Alex Ferguson, on allait être un peu plus bas. Je pense que ça devrait tourner normalement aux alentours de 58-57%. Donc, premier point, Ferguson, quand il est arrivé, il a également vraiment galéré. Deuxième point, il y a beaucoup d'axes, beaucoup d'aspects, sincèrement, dont j'estime qu'on a nettement progressé sur Ruben Amorim malgré les résultats. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est la pression. Autrefois, sous Ten Hag ou encore sous Ole, généralement, on jouait en contre. On arrivait au bout de 1, 2, 3, 4 passes maximum devant le camp adverse et on marquait. On était littéralement parlant incapable de digérer la pression. Chaque fois que l'équipe adverse arrivait, on paniquait, boum, on dégageait. Malheureusement, ce même ballon qu'on avait cru dégager revenait systématiquement encore. Et donc, malheureusement, c'est la raison pour laquelle on pouvait parfois concéder 31 tirs cadrés, je crois, 31 tirs au total
face à une équipe adverse. Je pense que sous Ten Hag, du moins lors de la dernière saison de Ten Hag, les statistiques, donc la deuxième saison, pardon, ça allait entre 23 tirs par match concédés à 31 tirs. C'est énorme. Donc déjà, je vous dirais que défensivement, on a largement progressé. En termes de pression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on défend en cohésion. Ça, c'est le point numéro 2. Cela voudrait dire que sous Ten Hag, souvent, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait l'équipe scindée en 3. On voyait la défense, on voyait le milieu qui est totalement isolé tout seul, et on avait les 4 devant. C'était vraiment une équipe scindée en 3, et vraiment très facile à percer. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je vous dirais le fait justement de ressortir proprement le ballon. Autrefois, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on faisait? On dégageait, on paniquait, on dégageait. Là, non seulement on est capable d'absorber la pression, d'absorber le pressing adverse, de digérer la pression, d'absorber le pressing adverse, on ressort le ballon proprement. En réalité, là, sous Ten Hag, sous Ruben Hag, on fait tout bien, mais absolument tout bien, jusqu'au dernier tiers. C'est-à-dire qu'on est capable de bien jouer du gardien jusqu'à malheureusement à la dernière partie du terrain. Et là, pour moi, ça reste des réglages qu'on peut encore améliorer, qu'on peut encore gommer. Soit le joueur qui doit faire la passe décisive n'est pas capable à l'instant T de prendre la bonne décision, malheureusement, ou alors la personne qui reçoit le ballon tire dans les airs ou alors ne cadre pas. Je pense sincèrement que l'équipe a nettement, mais largement progressé. On revient rapidement sur le match d'hier. Il y a eu tant d'occasions. Malheureusement, encore une fois, on n'est juste pas capable de les concrétiser. Mais sincèrement, encore une fois, du gardien, quand on ressort le ballon, c'est juste spectaculaire parfois. Le pressing également. Notre pressing. Autrefois, sous Ten Hag, on allait voir par exemple le Garnacho qui allait presser à Dubaï. On allait voir Højlund qui allait presser à Washington. Et enfin, Bruno qui allait à Paris. C'était totalement désorganisé. Je trouve que là, on l'a remarqué contre Lyon. On l'a également remarqué hier contre Wolverhampton. On récupère nettement plus de ballons dans la surface adverse du terrain. Sincèrement, on est beaucoup plus proactif et on agit beaucoup plus en équipe. Ça, ce sont des points qu'on ne peut négliger. La conduite de balle, les schémas de jeu. Et je vais revenir également sur le match de Lyon, comme exemple, pour vous dire à quel point c'est un coach qui regarde en réalité dans le moindre détail ses adversaires. Quand je vous avais fait la présentation de l'équipe lyonnaise, je vous avais dit qu'en réalité, il y avait 2 failles que moi j'avais remarquées. La première, c'était que défensivement, ils sont trop lents. Ils sont très lents défensivement et donc franchement, c'est facile de les prendre en vitesse. Le deuxième point, c'est que c'était sur coup de pied arrêté. Ils avaient vraiment des lacunes. Ils prenaient beaucoup de buts sur corner ou coup franc. Généralement, ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que sur coup de pied arrêté ou même dans les airs, ils sont vraiment très diminués dans ce domaine, dans cet exercice. Et si nous analysons l'ensemble des buts marqués par Manchester United face à Lyon, on va se rendre compte qu'en réalité, ce sont des buts qu'on est allé chercher. Prenons le premier but à Lyon de Euro, dans les airs. Je vous l'ai dit, une lacune, donc c'est forcément quelque chose qu'il a notifié. Deuxième but, le but de Zerzi. Regardez la passe somptueuse de Bruno Fernandes dans les airs. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué, comme je vous l'ai notifié, que la défense lyonnaise était vraiment, disons les termes, nulle dans les airs. Passe magnifique qu'on va revoir une deuxième fois avec le but de Maguire. C'est le même schéma. Bruno Fernandes qui fait une passe, Zerzi qui marque. 5e but, Casemiro qui fait une passe, Maguire qui marque. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que Lyon avait des faiblesses dans ce domaine. Si on revient sur les 2 premiers buts, avant le péno, on va se rendre compte, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tourner le ballon, on a en quelque sorte absorbé le pressing lyonnais, et à un moment donné, nous avons Bruno Fernandes qui fait un appel dans le dos justement de cette équipe lyonnaise, parce que justement, ils sont lents.
Bruno fait un appel. Pourtant, Bruno n'est pas le plus rapide, hein, on est bien d'accord. Bruno fait un appel. Passe somptueuse de Mazraoui ou de Casemiro. Boum. La même chose, Diego Dallo fait pareil. Boum. Tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui analyse ses adversaires. Et maintenant, j'entends bien le fait que oui, on n'est pas capable de marquer en Première Ligue. Et c'est vrai que oui, depuis le retour de la trêve, nous avons joué contre Nottingham Forest, nous avons perdu 1-0, pas de but marqué. Manchester City, match nul, 0-0, pas de but marqué également. Newcastle, on a marqué 1, mais derrière, on s'est fait exploser 4. Et enfin, Wolverhampton, on a également perdu 1-0, pas de but marqué. Mais moi, je considère en quelque sorte que c'est une espèce de blocage. Ce sont des réglages que, franchement, nous pourrons facilement, honnêtement, régler. Pourquoi? Parce que ce même Manchester United, en Europa, c'est une autre équipe. Nous avons tout de même marqué 4 buts. Certes, on allait chercher le match nul 1 partout contre la Real Sociedad, 2-2 contre Lyon, mais chez nous, on a marqué quand même 4 buts contre la Real Sociedad. 5 contre Lyon. Donc en 2 matchs, on a quand même pu marquer 9 buts. Maintenant, encore une fois, ce sont des réglages. Et je vais revenir sur un nouvel aspect en attaque, les passes en retrait. Combien de fois sous Ten Hag on est arrivé, on nous a dit, franchement, Garnacho, il arrive, il frappe. Mais est-ce que vous avez vu rien, ne serait-ce qu'hier? Il a fait 3 passes en retrait. 3 passes en retrait, Garnacho. Donc tout ça font que pour moi, il y a également un élément à mentionner, c'est qu'il vient d'arriver, il n'a toujours pas eu de mercato. Oui, il a eu Dorgu et Heaven, mais ça rentre dans le cadre défensif. Jusque-là, il n'a pas encore été backupé offensivement. Donc pour moi, on devrait normalement, comme Olé, comme Ten Hag, lui laisser au moins 1 an avant de pouvoir le juger. Voir ce qu'il a dans le ventre, et surtout le backuper à fond pour qu'il puisse avoir ses joueurs. Et derrière, on pourra vraiment juger. Mais pour moi, sincèrement, je trouve que l'équipe, elle est nettement meilleure. Et donc, c'est la raison pour laquelle hier, j'ai fait le comparatif entre Wolverhampton, où on avait gagné 1-0, alors qu'on avait été dominé sur tous les plans, sous Ten Hag, il y a 1 an et demi, et le Wolverhampton-Manchester United hier. On l'a dominé dans tous les aspects. Malheureusement, on prend un coup franc. Wolverhampton, offensivement, hier, n'ont pas existé. On est bien d'accord, guys. N'ont pas existé. En termes de transfert, normalement, guys, il y a ce qu'on appelle séduire le prospect. Dans la vente, il y a ce qu'on appelle, pas draguer, c'est différent, séduire le prospect. Et je trouvais que Ruben, il a séduit Cunha. Donc normalement, Cunha devrait arriver. Maintenant, pour moi, la seule et unique raison pour laquelle Cunha ne finisse pas par venir chez nous sont les moyens financiers, malheureusement. Mais sinon, je pense que là, Ruben Amorim, il a tout fait. Maintenant, est-ce que derrière, on aura les moyens? Il faut encore qu'on aille remporter peut-être l'Europa League. Il faut peut-être encore qu'on aille vendre quelques joueurs. Mais normalement, les gars, Cunha devrait arriver. Également, il y a hier eu une rumeur Osimhen, soi-disant Osimhen, c'est quasiment bouclé à Manchester. Non. Déjà, c'est une rumeur de dimanche. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les rumeurs de dimanche, c'est de la daube. Il ne faut pas y compter. Et en plus, pourquoi est-ce que Osimhen va à l'instant T venir décider de rejoindre Manchester United alors que pour l'instant, on ne sait même pas si on va jouer une coupe européenne? Il a la possibilité d'aller n'importe où. Pourquoi maintenant, il va vouloir maintenant décider de venir à Manchester United? Donc encore une fois, pour moi, ça c'est une rumeur du dimanche. Mais donc, grosso modo, guys, pour moi, Ruben Amorim, il y a énormément d'axes, énormément d'aspects sur lesquels l'équipe a progressé. On panique moins, on ressort le ballon, il y a du jeu. On va dire que la défaite d'hier, même si elle fait mal, sincèrement, tu sens que l'équipe va quelque part. C'est pas boum, 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 boum. Et à un moment donné, venu de nulle part, on a 4 occasions, ou bien sur coup de pied arrêté, on marque un but et on est content. Parce qu'en réalité, ce genre de victoire, on le sait. On le sait que ce genre de victoire ne sera pas dans la longévité. On le sait. C'est juste temporaire. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Merci d'être venu jusqu'ici, guys. Et donc, je vais faire une vidéo comme je l'avais fait avec Lyon. Je vais essayer vraiment de présenter de fond en comble Athletic Bilbao. Je vais essayer de vous présenter les qualités, les faiblesses, d'après ce que j'ai remarqué, d'après les highlights que j'aurai notifiés. Je ne sais pas si je pourrais le faire cette semaine ou alors la semaine prochaine, mais ce qui est sûr, je le ferai certainement avant notre premier match face à Bilbao.
Merci Guy d'être venu jusqu'ici et je pense sincèrement encore une fois que Ruben Arubena est le bon coach malgré les statistiques. Merci, prenez soin de vous, merci pour le soutien. Ciao, ciao.